Oh, vous êtes là? Fait pas chaud, hein? Pas chaud pour la pompe à eau, comme dirait mon grand-père. Attendez-moi un instant, je suis avec vous. Mettre ça là. Oh, incroyable, quel hiver de fou. Oh. Il me semble qu'on serait bien avec un petit feu, hein? Un feu. Du bois. Du bois. Bon! On va faire ça. Là! Bon, ça de même. Hey, c'est-tu pas parfait, ça? Il a quasiment pas l'air vrai tellement il est beau. Ça manque un peu d'ambiance ici, hein? Non, pas ce genre d'ambiance-là. Non, stop. OK, non, non, pas ça. Stop! Non, pas une ambiance comme ça, quelque chose de moins, de plus feu de camp, hein? Feu de camp, de Catalogne, de grand-mère, de chaises berçantes qui craquent, là. Un autre genre de musique. Ça, c'est une musique de circonstance. Bon. Vous savez quoi? J'ai trouvé d'autres diapositives. Tirez-vous une bûche, on repart encore la machine. Première diapositive. Ça. On le reconnaît, c'est la belle ville de Québec vue du fleuve Saint-Laurent. Ça me fait penser à une légende un peu étrange qui s'appelle Soulard, maître passeur. Pendant des années, c'est un certain Pierre Soulard qui était en charge de la traversée du fleuve Saint-Laurent entre la ville de Québec et la ville de Lévis sur la rive sud. Il traversait les gens puis la marchandise sur son chaland. Un chaland, ça, c'est une espèce de bateau à fond plat. Puis mettons qu'on était pas mal loin des gros traversiers en métal bleu et blanc qu'on voit actuellement sur le fleuve Saint-Laurent. En tous les cas, Soulard, c'était un homme un peu particulier, un peu orgueilleux puis un brin fou. Il traversait le fleuve n'importe quand. De jour, de nuit, dans le brouillard, dans les tempêtes, l'hiver, en faisant du slalom comme ça au travers les plaques de glace qui se promenaient. Oui, je suis capable de traverser toutes les tempêtes qui radotaient toujours comme ça. Et comme de fait, un jour d'hiver et de tempête, malgré les avertissements des gens, Soulard a décidé de traverser le fleuve Saint-Laurent. Et ce qui devait arriver est arrivé. Rendu au beau milieu du fleuve, une énorme plaque de glace arrive comme ça, là, qui s'est détachée de la rive de Lévis et arrive et fonce directement dans le chaland, pas moyen de l'éviter. Pacard, bing, badam, boum, 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 tout le monde se retrouve dans l'eau. Tous les passagers se sont noyés. Et Soulard a réussi à s'en sortir, mais on l'a retrouvé le lendemain matin sur les rives de Lévis, gelé comme un popsicle, puis qui délirait et racontait toutes sortes d'affaires. Quoi qu'il en soit, à partir de cet événement-là, il s'est mis à boire comme un trou puis à passer le clair de son temps dans sa maison. Un jour, alors qu'il faisait la fête avec une gang de bûcherons, il a décidé de les traverser à Lévis. Il dit moi, je suis capable de traverser toutes les tempêtes qu'il a radotées après avoir fini son 40 onces de gin. Et ce qui devait arriver est arrivé. Rendu au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, Soulard, sous comme une botte, perd pied, puis tombe dans les eaux du fleuve. Il se débat comme une espèce de diable dans l'eau bénite pour remonter sur le chaland, incapable. Et là,
Un gros glacier, là, une plaque de glace qui s'est détachée du côté de Lévis, s'en vient direct sur lui, puis à vitesse grand V, pas le temps de l'éviter, tchop! Ça lui tranche la tête d'un coup! Ouais, je vous l'ai dit que cette légende-là était un peu bizarre. La tête s'est mise à rouler, puis à rebondir, puis à se promener sur la glace autour d'eux. 3 bûcherons sont morts de peur en voyant ça, comprends-tu, la grosse affaire? Et depuis cet événement-là, on raconte que les jours d'hiver et de tempête, sur le fleuve entre Québec et Lévis, la tête de Soulard reprend vie. Et ceux qui la voient meurent durant l'année qui vient. Non, mais c'est pas moi qui le dis, c'est la légende. Tu vois la tête de Soulard, tu meurs. C'est comme ça, tu as juste à pas voir la tête de Soulard, puis ton problème est réglé. Prochaine diapositive. Next, wonderful and fabulous. Stop. Ah! Ça, vous la connaissez, celle-là. C'est la légende du monstre du lac Memphremagog. Ouh! OK, ça fait longtemps qu'elle existe, celle-là, ça va à peu près comme ça. Ça a l'air qu'il y aurait une espèce de monstre qui vivrait dans les profondeurs lacustres du Memphremagog en Estrie. Une espèce d'hybride là, entre un serpent de mer puis un plésiosaurus de l'ère jurassique. Comme un cousin éloigné de Ponic, le monstre du lac Pohéné-Gamouk, ou un petit-fils de Nessie, le monstre du Loch Ness en Écosse. Ouais. Bon, à part un vieux bonhomme en 1848 qui raconte avoir vu ses narines effrayantes. Ben, personne d'autre l'a jamais vu. Ça fait que moi, j'ai plus rien à dire là-dessus. Prochain arrêt. Next diapositive. Ah, ça. À chaque fois que je vois ça, je deviens super émotif. C'est les oies blanches. Les oies blanches sur les battures du Saint-Laurent, ça se passe à Lillet. C'est la légende de la grande oie blanche de Lillet. Je vais essayer de vous la raconter, puis ça me met à broyer en cours de route, là. OK. L'hiver avait été rude cette année-là. Puis un jeune garçon, Charles, avait un père qui était marin. Et puis son père lui avait promis que quand arriverait le printemps puis que toutes les glaces auraient fondu, il l'amènerait avec lui pour la première sortie du bateau sur le fleuve Saint-Laurent, de son bateau à lui. Puis Charles était tout excité, puis il était content, puis il avait tellement hâte de partir pour un petit voyage avec son père. Un matin, il se réveille, puis il ouvre les rideaux de la fenêtre de sa chambre, puis il regarde, puis toutes les glaces sur le fleuve avaient fondu. Et puis... Oh! Des oies, des dizaines, des centaines, des milliers d'oies étaient revenus des pays chauds. Ah. C'était le printemps. Et Charles était tout excité. Il va pour retrouver son père, mais... Oh non. Son père avait oublié la promesse qu'il avait faite à son fils, puis il était déjà très loin sur le fleuve Saint-Laurent, avec son équipage parti en bateau. Chagriné, Charles est descendu sur la grève à la marée basse puis est allé s'asseoir sur un gros rocher, un rocher sur lequel il avait l'habitude de s'asseoir une fois de temps en temps, juste pour observer la mer ou pour être seul. Puis il s'est retrouvé là, puis il a scruté l'horizon longtemps en attendant le retour du bateau de son père, puis en partageant sa peine aussi avec les oies qui étaient autour de lui. Quand soudainement, il regarde autour, puis... Oh non! Tout son rocher était entouré d'eau. La marée avait commencé à monter, puis les marées montent vite au printemps. L'eau montait, il ne s'en était pas rendu compte, impossible de retourner sur la rive. L'eau monte, l'eau monte. Il y en avait pratiquement jusqu'au cou. Il appelle à l'aide, au secours! Au secours, aidez-moi, je vais me noyer! Au secours! Trop tard. Charles avait disparu dans les eaux profondes et froides du fleuve Saint-Laurent. On ne l'a plus jamais revu. Les vieux de Lillet racontent qu'à chaque année, quand les oies reviennent, il y en a une, là, plus grosse, plus belle, plus blanche que toutes les autres oies, qui vient puis qui passe l'été sur les battures. On raconte que l'âme du petit gars, Charles, s'est réfugiée dans le corps de l'animal pour ainsi revoir la mère qu'il aimait tant.
cette mère-là qui l'avait un jour emporté. Et moi, je savais que... Bon, ça va faire, là. Les âges. OK, je savais que ça allait faire ça, je le savais, c'était évident. Prochaine diapositive. Ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? OK, c'est quoi ça encore, les gars, le stade olympique? C'est quoi, c'est encore une de vos mauvaises jokes, ça? L'OVNI de la place Bonaventure. Qu'est-ce que vous racontez là? Hein? Voyons donc. Un OVNI qui serait des gens qui se baignaient dans la piscine sur le top du... Puis... Ben voyons donc. C'est vrai? Ah, puis il a volé par-dessus le stade olympique après. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Ah ouais? Je la connaissais pas, celle-là. Puis comment ça finit? Ah ben... C'est pas si niaiseux. Non, je la connaissais pas, c'est vrai. Eh ben, on en apprend tous les jours. Ben, coudonc. Prochaine diapositive. Next stop. Ah, ça. L'île d'Orléans, je le reconnais. Ça, c'est un beau coin de pays, ça, l'île d'Orléans. Mais laissez-moi vous dire qu'il s'en passe des vertes et des pommures à cet endroit-là. 1890, soir de Mardi Gras. Les gens sur l'île s'organisent un gros party, une grosse fête, un bal avec des violonneux, un gros buffet du roi, puis du vin pour tout le monde, puis on allait danser puis chanter toute la nuit. La grosse fête, la grosse affaire, je vais te le dire en tout cas. Puis les jeunes, les plus jeunes espéraient se trouver une petite amoureuse ou un amoureux à bécoter dans un petit coin noir dans la soirée, là, tu comprends ce que je veux dire? En tous les cas. La soirée était bien réchauffée, quand vers minuit, arrive un inconnu qui rentre dans la place. Un gars qu'on n'avait jamais vu nulle part, un beau grand gars, là, avec les cheveux noirs bouclés, puis les yeux noirs perçants, là. Bien habillé, l'air noble. En tout cas, il a fait un gros effet, le gars, parce qu'il est tombé dans l'œil de toutes les filles. Là. Puis là, il enlève son manteau, puis son chapeau, puis tout ça, il commence à balayer la salle de bal du regard, comme ça. On aurait dit qu'il cherchait quelqu'un. Et son regard arrête sur Alice Provost, une jeune femme dans le coin, là, debout, seule, qui est là. Il se met à sourire. Il commence à s'approcher de la jeune fille, tranquillement, comme ça, en marchant. Il se rapproche d'elle, la regarde intensément, et sans même la connaître, lui dit « Bonsoir, mademoiselle. Pourriez-vous, je vous prie, enlever votre collier, je vous prie. J'ai un cadeau pour vous. » Charmée, Alice, comprends-tu, ne se pose pas de questions, puis elle enlève son collier, qui est un espèce de petit crucifix. Et puis, l'inconnu, lui, il sort de sa poche une petite chaînette en or, toute scintillante. Un bijou extraordinaire. Les gens de la place se sont dit que ça devait avoir coûté une fortune, cette affaire-là. Passe le collier au cou d'Alice. Il lui tend la main et l'invite à danser. Mais la mère d'Alice, qui était aussi au bal ce soir-là, à un moment donné, a commencé à se poser des questions, a trouvé ça un peu bizarre. Un homme que personne connaît qui arrive comme ça, il donne un cadeau de valeur comme ça à ma fille, il commence à charmer tout le monde. C'est pas normal. Il y a anguille sous roche, puis elle commence à avoir comme une espèce de pressentiment. Alors, la mère d'Alice trouve un bénitier. Il y a toujours un bénitier quelque part quand on a besoin d'un. Elle se trempe les doigts dedans comme ça. Elle s'approche de l'inconnu, puis elle lui fait un signe, une croix comme ça dans le front. L'inconnu se met d'un coup à hurler. Il y a comme eu une odeur de soufre dans toute la place. Et le collier, dans le cou de la jeune Alice, s'est mis à rougir, puis à lui brûler la peau. Sans attendre, l'homme saisit Alice par le bras. Ils sortent de la place, les deux, embarquent dans leur carriole qui, elle, s'envole dans le ciel, au-dessus du fleuve Saint-Laurent, et disparaît dans la noirceur. Seules deux traces
de feu laissée par les lys de la carriole était visible dans la nuit noire, et on a entendu le diable rire à gorge déployée. Morale de cette légende-là, c'est pas parce qu'un gars est beau, qu'il te donne des beaux cadeaux, qu'il sait danser puis qu'il charme tout le monde que c'est pas un douchebag fini. Ou le diable en personne. Voyons, faut que j'arrête de rire comme ça, je m'étouffe à chaque fois. Voyons. Prochaine diapositive. Ah. Ben, je pense bien que c'est tout. On a fait le tour, je pense. Ben, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce petit voyage-là. Puis si jamais on se recroise un jour quelque part, ben, on se tirera une bûche ensemble, puis on se racontera nos derniers voyages.